Bienvenue à toutes et à tous pour notre analyse du jour. On va se pencher sur une figure assez complexe, Ewald de Franck. Oui, un personnage clé issu d'un mouvement religieux qu'on appelle le Message. C'est ça, un courant lancé par William Branham. Et les sources qu'on a pu consulter, eh bien, elles nous plongent dans l'histoire de Franck, son ascension, mais aussi un gros scandale. Des doctrines pour le moins singulières, et puis des liens assez troublants avec d'autres affaires. Exactement, on a pas mal de matière. Tout à fait. L'idée ici, c'est vraiment de comprendre comment une branche de ce mouvement s'est développée autour de lui. Et aussi comment, parfois, des doctrines peuvent être, disons, adaptées pour justifier un parcours personnel. Oui, et puis voir les ramifications, parfois un peu sombres, de certains groupes. Voilà, on va essayer de décortiquer ce qu'on a sur Ewald Franck à partir de ces textes. Alors, allons-y. Commençons peut-être par ce qui semble être un tournant majeur. 1979. Oui, 1979. Un scandale sexuel qui éclate et qui implique directement Ewald Franck dans son église, en Allemagne. Et d'après les sources, pour garder la main, il aurait un peu mis sur la touche ceux qui le contestaient. C'est ce qui est rapporté, oui. Une marginalisation des opposants qui aurait provoqué, attention, le départ de plus de 90% des membres de sa congrégation locale. 90%, c'est énorme! Ah oui, on parle d'une église qui serait passée de plusieurs centaines de personnes à peine une trentaine en très peu de temps. C'est un choc. Difficile à imaginer. Et comment ça s'est passé ensuite? Est-ce que ça a eu un impact immédiat sur son réseau plus large? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant, si on peut dire. Ce qui est assez frappant, c'est sa capacité au début à étouffer l'affaire au niveau international. Ah bon? Comment ça? Pendant presque 5 ans, l'information n'aurait quasiment pas circulé en dehors de l'Allemagne au sein de son réseau missionnaire mondial. 5 ans? Mais comment c'est possible de contenir une information pareille dans un mouvement qui est, par définition, connecté internationalement? Les sources suggèrent un contrôle assez efficace de l'information via ses propres canaux. Il gérait la communication qui passait par ses missionnaires. D'accord. L'histoire n'a vraiment commencé à sortir, à se savoir plus largement qu'à partir de 1984. Et qu'est-ce qui s'est passé en 84? C'est sa femme de l'époque, Hélène, qui en aurait parlé à une autre figure connue du Message, Perry Green, apparemment lors d'une rencontre aux États-Unis. Ah, donc une fuite d'informations qui a court-circuité son contrôle direct. Exactement. C'est un mécanisme assez classique dans certains groupes un peu fermés, ce contrôle de l'information, jusqu'à ce qu'une brèche apparaisse. Et du coup, face à ce scandale qui finit par s'ébruiter, comment Franck réagit-il personnellement? Il y a eu un divorce, un remariage? Oui, et c'est là qu'intervient un autre élément clé. Pour justifier cette situation personnelle, son divorce et son remariage rapide, Franck va développer une doctrine très spécifique. Laquelle? La doctrine dite des deux âmes. Des deux âmes. Ça consiste en quoi exactement? Alors, l'idée qu'il avançait, en gros, c'était que chaque individu aurait une vieille âme, pré-chrétienne en quelque sorte, et une nouvelle âme reçue au moment de la conversion, du salut. D'accord. Et donc il associait son premier mariage à cette vieille âme, ce qui selon lui rendait sa nouvelle âme, son âme chrétienne, libre de contracter un nouveau mariage. Ah oui, c'est une construction théologique assez... Personnel ? Très personnelle. On peut y voir un exemple assez manifeste de ce qu'on appelle parfois l'exégèse, c'est-à-dire lire dans un texte sacré ce qu'on veut y trouver pour légitimer une situation. Forcément, ça a provoqué des réactions très vives. On imagine sans peine. D'ailleurs, d'autres leaders du Message ont dû réagir fortement, non? Absolument. Il y a eu des attaques, des critiques virulentes de la part d'autres figures importantes du mouvement qui n'acceptaient pas du tout cette justification. Et pourtant, malgré tout ça, malgré le scandale, malgré cette doctrine controversée, il a réussi à maintenir son influence. C'est ça qui est étonnant. Oui, c'est assez remarquable. Bien que très critiqué, cette doctrine et le scandale n'ont pas entraîné son effondrement total. Il a réussi à conserver une part non négligeable de son réseau missionnaire initial. Ah oui? Quelle proportion à peu près? Les sources parlent d'environ un tiers de son réseau d'origine, et son influence s'est maintenue, voire renforcée dans certaines zones. Où ça, principalement? Particulièrement en Afrique et en Europe de l'Est. C'est là qu'il a conservé ses bastions les plus solides. Et il est devenu quoi alors, au sein du Message global? Eh bien, il est devenu le leader de la deuxième plus grande faction du mouvement après celle qui restait fidèle à la famille Branham. Il s'est même positionné comme le serviteur fidèle et prudent mentionné dans l'évangile de Matthieu chapitre 24. Carrément. Une façon de légitimer sa position de leader malgré les controverses? Tout à fait. Et son influence en Afrique a même connu une expansion particulière. Comment ça allait? Il a hérité en quelque sorte du réseau d'un autre missionnaire du Message qui était décédé, un certain Sidney Jackson. D'accord, et qu'est-ce que ça a impliqué? Ce Sidney Jackson était connu pour tolérer la polygamie parmi ses fidèles en Afrique.
une pratique courante dans certaines cultures locales. Et pour conserver ce réseau nouvellement acquis, Franck a dû faire pareil. C'est ce que les documents suggèrent. Même s'il ne soutenait pas officiellement la polygamie ailleurs, il aurait dû l'accepter dans ses communautés africaines pour maintenir son influence. Un certain pragmatisme, pourrait-on dire. Pragmatisme ou compromis doctrinal, selon le point de vue. Exactement. Ça montre une certaine flexibilité, disons, pour préserver et étendre son pouvoir. Donc, on a un tableau déjà assez complexe. Scandale, doctrine sur mesure, expansion malgré tout. Mais les sources mentionnent des liens encore plus troublants, n'est-ce pas? Oui, et on aborde là une partie particulièrement sombre de cette histoire. Sa capacité à gérer les controverses doctrinales n'est pas le seul aspect préoccupant. Vous pensez à quoi? Au lien documenté entre Ewald Frank et Paul Schaffer. Paul Schaffer, le fondateur de la Colonia Dignidad au Chili? Lui-même. Cette tristement célèbre colonie allemande au Chili, qui était en fait une secte dirigée d'une main de fer par Schaffer. Une secte associée à des horreurs, abus sexuels sur enfants, torture de prisonniers politiques sous Pinochet, travail forcé. Oui, et même des soupçons de meurtre, de trafic d'armes et de fabrication d'armes chimiques, potentiellement du gaz sarin. Un endroit absolument sinistre. Et Ewald Frank avait des liens avec ça. Quel genre de lien? Les sources indiquent qu'Ewald Frank se rendait en visite à Colonia Dignidad. Il connaissait Paul Schaffer. Il visitait cet endroit en connaissant la réputation? Ou peut-être que la réputation n'était pas si connue à l'époque? La réputation sulfureuse de la colonie existait depuis longtemps, même si toute l'ampleur des horreurs n'a été révélée qu'avec le temps. Mais le fait qu'il y aille, qu'il y ait des contacts, c'est déjà très troublant. Troublant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça va plus loin encore, si j'ai bien compris. Oui, et c'est peut-être le point le plus choquant. Après la chute de Paul Schaffer, qui a été arrêté au début des années 2000, plusieurs figures clés de Colonia Dignidad se sont retrouvées recherchées par la justice chilienne pour leur complicité dans les crimes de la secte. Et alors? Eh bien, certaines de ces figures clés, notamment le comptable de la colonie, Albert Schreiber, et surtout le médecin Hartmut Hopp, bras droit de Schaffer, est lui-même accusé de complicité dans des milliers d'abus sexuels et d'autres crimes. Oui. Où voulez-vous en venir? Ils auraient trouvé refuge en Allemagne, et plus précisément au sein de l'église d'Ewald Frank à Krefeld. Attendez. Trouver refuge dans son église, des individus recherchés par la justice pour des faits aussi graves. C'est ce que rapportent les sources et ce sont des faits qui ont été relayés par des médias internationaux, notamment en Europe. La présence de Hartmut Hopp à Krefeld, vivant au sein de la communauté de Frank, a été largement documentée et a fait l'objet d'enquêtes journalistiques et de demandes d'extradition de la part du Chili. Mais c'est énorme! Ça dépasse le simple lien ou la simple visite. On parle potentiellement d'aide à des fugitifs de premier plan d'une organisation criminelle. C'est exactement la question que soulèvent ces informations. Quel était le degré de connaissance et d'implication de Frank et son entourage dans l'accueil de ces personnes? Pourquoi leur offrir refuge? C'est sidérant. Et face à tout ça, je veux dire, le scandale initial, la doctrine des deux âmes, les liens avérés avec Colonia Dignidad et maintenant l'accueil de fugitifs présumés, quelle a été la réaction au sein du mouvement Le Message au sens large? Est-ce que quelqu'un a tiré la sonnette d'alarme? C'est là qu'on touche à un autre point très interpellant, le silence. Malgré la gravité des faits, qui étaient documentés, rapportés par la presse, oui, il semble y avoir eu une absence assez remarquable de confrontation publique ou de dénonciation de ces liens au sein de la communauté élargie du Message. En tout cas, publiquement. Personne n'a osé confronter Frank là-dessus, hein, ou dénoncer publiquement ses agissements. Apparemment très peu, ou alors de manière très marginale. Il y a eu comme un silence assourdissant, une sorte de laisser-faire, ou peut-être une volonté de ne pas ébruiter davantage les scandales internes. Frank a pu continuer ses activités jusqu'à sa mort récente. Il est décédé quand, Ewald Frank? Très récemment, oui, autour de 2023-2024. Il laisse derrière lui une organisation qui compterait, selon les estimations qu'on trouve, au moins 250 000 fidèles. 1/4 million de fidèles, malgré tout ça. En Europe de l'Est. Une implantation internationale considérable, bâtie sur plusieurs décennies. Impressionnant et inquiétant à la fois. Si on essaye de résumer un peu ce parcours. Allez-y. On a donc Ewald Frank, une figure qui émerge du message de Branham. Il traverse un scandale sexuel majeur dans les années 70-80. Qui a réussi d'abord à contenir, puis qu'il justifie, pour son remariage, par une doctrine théologique créée sur mesure, celle des deux âmes. C'est ça. Malgré les critiques, il conserve une partie importante de son réseau, l'étend même considérablement, notamment en Afrique, en faisant preuve d'un certain pragmatisme doctrinal, disons.
Oui, comme avec la tolérance de la polygamie. J'ai du message. Une relative impunité jusqu'à sa mort. C'est un portrait assez sombre, quand même, hein. Tout à fait. Et je pense que ça nous amène à une question plus large. Une question de fond presque. Laquelle? Comment est-ce que des communautés, qu'elles soient religieuses, politiques ou autres, comment en arrivent-elles parfois à tolérer, voire à protéger activement, des individus et des actes aussi manifestement controversés ou répréhensibles? C'est une excellente question. Qu'est-ce que ça révèle sur les mécanismes internes à ces groupes? La loyauté envers le leader, le déni collectif, la peur de briser l'unité, la protection de l'idéologie à tout prix. Oui, qu'est-ce qui fait qu'on ferme les yeux, collectivement, ou qu'on protège l'indéfendable au nom d'une cause ou d'une appartenance? C'est une réflexion qui dépasse le cas d'Eval Frank, bien sûr, mais que son histoire illustre de manière assez frappante. Qu'est-ce qui prime dans ces situations? La vérité, la morale, ou la cohésion du groupe et la figure du leader? Une pensée assez provocatrice pour terminer notre discussion d'aujourd'hui. Oui, quelque chose à méditer sur la psychologie des groupes et les dérives potentielles du leadership charismatique. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.